C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? Hop, je change de vie avec Anne-Elisabeth. Merci Francine. Alors, on y va. Bonjour, merci de nous écouter une nouvelle fois, c'est Le Plein de Sens avec Anso. Bonjour Anso. Bonjour Greg. Alors la météo ce soir ? C'est bien, hein? Et moi, Grégory Vacher, qui vous présente l'Actu People. Brad Pitt, quel volage. Ah, ça me manque la radio. J'avais vraiment un talent pour ça. Et ouais, ça nous manque. Mais surtout, aucun journaliste ne dit ça sur personne, sinon il aurait été viré. Quel volage. Non mais genre infidèle avec la babysitter, ok, mais quel volage, non. Écoutez, on est ravis d'être avec vous. Là, on est avec nos petites tisanes. On boit de la tisane, ça fait plaisir. Parce qu'il fait un peu frais. Et parce qu'il faut boire la vie à pleines dents, comme on dit. Et on vous propose un nouvel épisode de Hop, je change de vie. On avait reçu Anne-Florence qui avait décidé de changer de vie pour être coach. On aime bien en tout cas, on aime bien pour l'instant ce rendez-vous qui existe depuis très très longtemps, puisque là c'est le deuxième, le Hop, je change de vie. Et aujourd'hui on va avoir une autre Anne quelque chose, mais c'est Anne-Elisabeth. Ouais, elle nous a envoyé un mail justement qui faisait suite au podcast avec Anne-Florence. Et alors vous allez voir, Anne-Elisabeth, elle avait un poste à responsabilité dans un très 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 gros groupe. Et elle a décidé de devenir coach. Aussi. Oui, mais avec une particularité. Ah, est-ce que c'est coach des trucs qui ont rapport avec la famille ? Non, mais qui ont rapport avec le slip. D'accord. Ah, sympa. Ouais. Coach de slip. Et puis, si en écoutant ce podcast, vous vous dites, tiens, moi aussi, j'ai envie d'échanger avec Anso et Greg et de leur raconter mon changement de vie. Alors, attention, quand on parle de changement de vie, on ne s'adresse pas seulement aux gens qui sont déjà arrivés au bout du chemin, quoi. Qui étaient sur une situation, qui ont pris un virage à 90 degrés et qui, derrière, ont connu le succès. Peut-être que vous êtes en train, mais si vous avez une histoire un peu atypique ou inspirante, même si c'est difficile de s'auto-juger, de dire je suis quelqu'un d'inspirant. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et puis si on a du temps sur notre emploi du temps, nous vous calerons avec plaisir, parce que je peux vous dire que là, l'emploi du temps... C'est chargé. Demain, on n'a rien. Oui, mais là, aujourd'hui, c'est chargé. La preuve, on est en train de faire un podcast. Oui, c'est ça que je voulais dire. Là, en ce moment où busy, on parle... Busy, les gars. Eh bien, accueillons, s'il vous plaît, messieurs, dames, cette chère Anne-Elisabeth. Avec plaisir. Bonjour Anne-Elisabeth. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce podcast dont tu es fidèle auditrice, j'espère. Oui, depuis peu, je dois avouer, depuis peu, je ne vous connaissais pas avant et c'est une amie qui m'a fait découvrir votre podcast et je suis tombée absolument fan. Attends, quelle est cette amie? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Camille. Mais Camille, tu es un être extraordinaire. Camille, comment tu peux nous donner son nom de famille, son adresse et son digicode? Et son numéro de sécu? Bon, c'est super. Bienvenue alors dans la grande famille du Plein de Sens qui compte 16 auditeurs. Ouais, vraiment, bienvenue dans cette grande famille. La famille du podcast, c'est une sacrée famille. C'est une sacrée famille et on te considère maintenant comme notre sœur. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, d'argent, d'une roue de secours, voilà. Vraiment, je te le dis, on sera là. Ok, faudrait peut-être pas trop s'engager parce que c'est quand même... Surtout qu'on va en parler parce que toi, Anne-Elisabeth, donc je le disais, tu nous as envoyé un mail. Mais en fait, toi, tu as décidé de prendre un virage pour réaliser en fait tes rêves et vivre finalement de ta passion. Mais ça a eu des répercussions finalement sur ta façon de vivre et ton mode de vie, quoi. Oui, on va pas spoiler le film, mais déjà, est-ce que, avant que tu nous racontes tout ça, tu peux nous dire d'où tu pars, toi, avant que tu aies des prises de conscience ou des questions qui viennent dans ta tête? Tu es dans quelle situation dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Tu habites comment? Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu es célibataire? Et est-ce que tu es heureuse? Tout ça, quoi. Ok. Alors, avant que vraiment je décide de mettre toute ma vie à tout chambouler, j'étais en CDI dans une grande entreprise de cosmétiques qui le vaut bien pour ne pas la citer. Tu peux le dire, hein, c'est L'Oréal, donc, c'est ça? Ouais, j'étais chez L'Oréal. J'y suis restée pendant 7 ans et donc j'étais en CDI dans une équipe qui était équipe études consommateurs. Donc je m'occupais en fait de tous les tests qu'on fait avant de lancer les produits sur le marché. Savoir pourquoi on aime tel produit, quel produit à lancer pour qui, etc. Et je faisais ça déjà j'y suis restée 7 ans chez L'Oréal, mais j'ai travaillé pendant à peu près 10 ans dans ce domaine-là, dans l'industrie agroalimentaire avant d'arriver chez L'Oréal. Donc j'ai fait vraiment que des grosses entreprises, genre Nestlé, Mondelez International, qui est aussi un énorme de l'agroalimentaire et tout.
Et du coup, voilà, j'ai travaillé que pour des entreprises du CAC 40, en gros. D'accord. Mais ce qui est plutôt bien vu par son entourage, ouais. la société, ouais, quand on est dans des grosses boîtes comme ça, en général, on a un bon poste, on a un bon salaire, on est bien, quoi. Ouais, moi, quand j'ai signé chez L'Oréal, tout le monde m'a dit, c'est bon, t'es casé, voilà, ça c'est fait, t'y es Ouais, pour la vie, quoi. Alors, un peu crise d'angoisse, je dois avouer, ouais. mais c'est vraiment le truc qu'on m'a toujours dit, c'est maintenant que t'es chez L'Oréal, t'es rentré, t'as fait le plus dur, on n'en sort plus, quoi. On Ta sort vie, pas elle de est chez finie, quoi. Maintenant, ça va être une boucle jusqu'à ta mort et amuse-toi bien. Voilà, c'est exactement ça. Et là, je me suis dit, ah, ça va être long. Et t'avais Ça va quel être... âge? T'avais quel âge quand t'es arrivé chez L'Oréal? J'avais 27 ans. D'accord. Non, mais Oh, non, pas du tout, 28. Ouais, oh, mais 28 c'est ans. pareil. Ouais, c'est pas non plus, il n'y a pas un gros écart, ouais. Mais non, je pose cette question parce que forcément, en plus, quand on a la chance d'y rentrer à un certain moment de notre vie, en l'occurrence 27-28 ans, c'est quand même jeune, on peut se dire, ouais, c'est quand même un poids en moins, quoi. Quand tu vois que tu peux galérer toute une vie à t'en sortir, il y a effectivement ce côté, ça y est, tu as atteint le sommet, tu es dans la zone de sécurité. Et donc, pour tes finances, c'est super. Et maintenant, pour ton épanouissement personnel, c'est peut-être autre chose, suivant ce que tu fais, quoi. Ouais, alors en fait, il faut quand même savoir que ce métier, moi, je l'avais un peu choisi quand même par passion. J'ai un background très scientifique. J'ai fait licence de chimie de bio, master de chimie, etc. Donc, je suis pas arrivée là par hasard non plus. Et c'est vraiment un métier que j'avais choisi. Mais au fur et à mesure de mes expériences, à chaque fois, j'étais hyper déçue parce que j'arrivais en me disant, ouais, ça va être génial, on va faire plein de trucs. J'avais un peu moi j'adore les gens et tout, donc j'avais un peu ce côté de, ouais, on va comprendre ce que les gens aiment, on va leur servir des produits qui vont vraiment changer leur vie, etc. Et puis après, j'arrivais dans les entreprises et en fait, pas du tout. C'était pas du tout ça et c'était tout le temps de la déception et ça m'a pris vachement de temps de me dire, en fait, le problème, c'est pas forcément l'entreprise dans laquelle je suis, c'est le système dans lequel j'évolue qui est pas du tout orienté sur comment moi je pensais que on créait des produits et on servait nos consommateurs. Et en Ouais. fait, quand j'ai pris conscience de ça, là, je me suis dit, ah bah en fait, va peut-être falloir changer 2, 3 trucs parce qu'en fait, ça va pas Oui, aller, quoi. parce que souvent, dans les très grosses entreprises, moi, j'ai remarqué, ce qui les intéresse, c'est plutôt de vendre un produit peu coûteux. Après, la qualité, c'est toujours un peu discutable, quoi. Bah, en fait, c'est que, ouais, bon, si quand même la qualité, c'est quand même important, mais bon, on est quand même là pour faire du chiffre. Il y a quand même une vraie question de rentabilité. Et puis, au-delà même du produit, en fait, moi, je trouve que l'ambiance d'entreprise, la manière dont on est traité en tant qu'êtres humains, est assez discutable, en fait. Moi, j'ai vu beaucoup trop de gens partir en burn-out, partir, enfin, vraiment, tu vois, dans des états de stress, de mal-être. Et au final, quand tu commences à réfléchir à qu'est-ce que je fais exactement, qu'est-ce que je sers comme cause, ah ouais, en fait, le risque là, c'est qu'il y a un rayon de Sephora qui est pas de mascara. Et donc là, on est tous sous pression. On est tous en train de faire des heures sup de dingue, à laisser nos vies de côté et tout. Pourquoi? Pour du mascara? Waouh. Waouh. Ouais. Bah, en fait, ouais. Bah, je pense Ça- que pour le coup, il y a plein de gens qui peuvent transposer ça à leur vie d'entreprise parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez répandu et on a ce truc quand on évolue dans un milieu, on se rend pas compte qu'on est déconnecté du reste du monde et que les gens qui sont au-dessus de nous aussi, qui nous disent quoi faire, comment, etc., eux aussi ne vivent qu'à travers ça. Donc, ils manquent de recul clairement et c'est ce qui fait qu'ils se permettent de parler mal, de mal traiter des employés et de faire du harcèlement, qu'ils en soient conscients ou non, parce que eux-mêmes sont extrêmement stressés par des situations dans lesquelles souvent ils n'ont pas leur vie en jeu, hein, non plus. Et alors c'est normal évidemment quand tu es dans le scénario et tout de te prendre un peu au jeu, mais c'est important de savoir prendre du recul. Après moi ce que je me demande c'est ce que toi tu as fait et ce qu'on est nombreux à faire, à savoir avoir cette capacité à sortir la tête un peu de l'assiette, j'allais dire, tu vois, à prendre du recul, à reculer la caméra. Je ne sais pas si tout le monde est capable de le faire, tu vois. Je ne sais pas si c'est accessible pour tout le monde, pas dans le sens où les gens sont des cons, bien qu'ils soient des cons. Mais non, mais C'est faux. je me demande vraiment, en réalité, s'il n'y a pas un truc de... Peut-être que nous, si on arrive à avoir cette sensibilité-là, c'est peut-être parce c'est dans notre ADN, c'est dans notre personnalité, c'est peut-être parce que notre Non, entourage nous a éveillés, ou un film, ou un livre, et je sais pas. Et puis, tu as des gens aussi qui arrivent, enfin, tu vois, pour lesquels ils arrivent à prendre du recul, justement, en se disant, bon, je suis pas forcément dans un métier qui m'épanouit, où l'être humain est peut-être pas très considéré et je fais plutôt un taf répétitif. Mais à côté de ça, ma vie de
de famille me comble, ma vie amicale me comble, Ouais. tu vois. Et pour eux, c'est peut-être pas si important que ça, en fait. Ouais, c'est je sacrifie une partie de mon emploi du temps. Ouais, ou même sans s'en rendre compte, en fait, je pense aussi. Donc toi, Ouais. du coup, Anne-Elisabeth, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que tu travailles combien de temps chez L'Oréal et à quel moment tu te dis, il y a un truc qui tourne pas rond, je vais essayer d'aller voir ailleurs? Et même si tu pouvais nous détailler un petit peu plus ta mission, tu vois, ce que tu faisais, c'est intéressant aussi. Ouais, alors donc en fait moi j'ai intégré L'Oréal d'abord, j'étais en contrat de prestation donc j'étais pas employée L'Oréal et après j'ai été embauchée. Donc la première année enfin c'était un peu enfin faut quand même se dire moi ça faisait partie de mes rêves quand même. Je me disais j'adore la cosmétique, j'adore le maquillage et tout donc je me disais mais L'Oréal ça serait le saint graal quoi. Enfin vraiment arriver à rentrer chez L'Oréal, ça serait le saint graal. Donc, je suis rentrée par la petite porte. J'étais hyper contente. Et au début, mon job était plutôt cool parce que j'étais engagée pour une mission particulière et qui correspondait vraiment à ce que j'aime faire, donc à savoir travailler vraiment sur de l'innovation très proche des gens qui vont qui sont à la paillasse et qui sont en train de faire leurs petites formules, etc. et qui ont besoin en fait de comprendre dans quelle direction aller pour que leur produit soit entre guillemets le plus performant possible et donc qu'il soit le plus vendu sur le marché. Et donc là, c'était vraiment enfin moi ce que j'aime bien, c'est vraiment ce travail d'équipe où on travaille tous ensemble, on apporte tous un peu notre savoir-faire. Donc il y a ceux qui font les formules, il y a ceux qui analysent les données. Nous, on analysait les données consommateurs, donc on donnait les produits à tester, etc. Et du coup, voilà, on avait vraiment ce côté un peu, on crée tous ensemble le petit produit magique. Et donc ça, c'était ma première année. Et là, je me suis dit, quand on m'a proposé de prendre un CDI, je me suis dit, c'est génial parce que si on travaille tout le temps comme ça va être cool. Et en fait, du moment où j'ai signé, je suis rentrée dans d'autres missions. C'est-à-dire que, là, j'avais été en contrat de prestation, j'étais vraiment sur un projet dédié, donc voilà, c'était ce qui occupait vraiment mon temps. Et en fait, en passant chez L'Oréal, je me suis retrouvée à devoir faire un peu de la masse. Et donc, du coup, en fait, à passer de ce que moi, je vais appeler de la qualité, à savoir, je travaillais sur un projet un peu à fond, et à passer à faire de la quantité. Et donc là, j'ai une multitude de projets, j'ai plus du tout de temps pour aller connecter avec les gens et tout. C'est plus, je reçois énormément de batteries de données. Faut que je synthétise ça, que je fasse des présentations, je présente à qui a besoin. Et du coup, en fait, je suis plus du tout vraiment dans le process de comment on fait un produit, enfin, je suis plus en lien avec les gens, apprendre diverses expertises, etc. Ouais, t'es plus dans du concret, quoi. T'es plus dans le relationnel humain et dans l'échange, mais simplement, t'as des chiffres devant toi. Et ça, c'est pareil, ça se transpose sur n'importe quel boulot. Et tu dois remplir des trucs, synthétiser. Et puis, c'est la même chose en boucle tout le temps, quoi. Exactement. Et en plus, du coup, pour, entre guillemets, augmenter notre rentabilité, on commence à avoir un peu des règles de comment est-ce qu'on va faire nos rapports d'études, comment est-ce qu'on va analyser nos données. Enfin, il y a même plus ce côté où, tiens, je me retrouve face à mon super truc de données, comment est-ce que je vais interpréter mes résultats? Là, c'est vraiment, t'as telle situation, tu fais tel test, ensuite tu fais telle méthodologie pour traiter tes données, ensuite tu prends tel template pour remplir ton rapport. Et donc là, c'était vraiment, mais j'avais l'impression d'être à l'usine, vraiment de l'abattage allez, on fait. Et c'est en fait, totalement ça, hein. C'est totalement transposable au travail d'usine. Sauf que là, bon, c'est pas des gestes répétés avec tes mains, mais on te sollicite pas du tout intellectuellement. Et donc, tu as zéro stimulation et c'est difficile dans ce cas de rester épanoui, quoi. Ouais. Et moi, c'est tout ce que j'aimais dans ce métier. En fait, ce que j'aimais, moi, c'est d'essayer d'aller analyser et comprendre le pourquoi les gens aiment ce qu'ils font, etc. Et c'était vraiment comprendre, ça restait vraiment basé sur l'humain. C'est ce qui m'a emmené là. Ouais, puis le travail d'équipe, j'ai l'impression que c'était un truc hyper important pour toi de travailler avec des gens et d'être connecté à l'être humain, quoi. Ah ouais, moi c'est de toute façon c'est mon driver principal, c'est l'humain. Je suis une extravertie plus, j'ai besoin d'être avec les gens et tout. Donc là être enfermée dans un bureau derrière mon ordinateur à envoyer des mails, c'était dur. Ouais. Et le côté du coup plus éthique ou non éthique de ce que tu faisais, et le lien avec le sens que tu pouvais chercher dans ta vie, il s'est fait comment? C'est pendant que tu étais chez L'Oréal que tu t'es demandé finalement si c'était utile, tout ça? Alors, il y a eu plusieurs moments où c'est venu frapper à la porte. Déjà, il y a l'année de mes 30 ans. Je sais pas, on a 30 ans, tout le monde dit, ah ça y est, t'as 30 ans, t'arrives dans tes meilleures années et tout. Et donc là, j'étais donc en CDI chez L'Oréal. Bon, j'étais célibataire.
on y reviendra plus tard, mais j'avais divorcé, donc ça m'allait très très bien d'être célibataire. Je venais d'acheter mon appartement. Vraiment, j'avais la vie en fait qu'on avait vendue comme ça, c'est le bonheur. Ouais. Voilà, ça c'est bon. T'as tiqué toutes les boxes du bonheur. Là, t'y es. Et là, je me suis regardée et je me suis dit, eh ben, je suis extrêmement malheureuse en fait. Ouais. Intérieurement, je me sentais vide. Vraiment, je sais pas, ça allait pas. Alors, avant d'aller plus loin, moi, j'aimerais savoir comment ça se passait avec ton entourage à ce moment-là. Est-ce que tu en parlais à certaines personnes du fait que tu ne sois pas heureuse? Et qu'est-ce que tu entendais en retour des gens autour de toi, famille ou amis? Non, déjà, j'en parlais pas beaucoup. D'accord. Parce que déjà, ça m'a pris moi du temps déjà de me dire, en fait, je suis pas heureuse. Ok. Et j'ai commencé en fait à me rendre compte que j'étais pas heureuse parce que j'ai une de mes collègues qui avait remarqué, donc je venais d'acheter mon appartement, et elle avait remarqué que je n'y étais jamais. En fait, je passais mon temps à sortir, à faire la fête, à aller à droite, à gauche et tout, mais j'étais jamais chez moi. J'ai vécu dans mes cartons pendant près de 6 mois. Enfin, vraiment, j'avais pas pris le temps d'occuper l'espace, mais tout simplement parce que je voulais pas me retrouver toute seule avec mon brouhaha mental et tout. Donc, j'avais juste décidé de mener une vie où je serais jamais toute seule. Et en fait, un jour, elle m'a dit, tiens, je te donne le défi de faire 2 soirs par semaine chez toi. Donc, moi, j'aime bien un peu ça, les petits jeux et tout. Et donc, 2 soirs par semaine, je faisais mon truc de dire, OK, ce soir, je ne sors pas et tout. Et en fait, là, je me suis rendu compte que 2 soirs par semaine, je passe 2 soirs à pleurer. Ouais, c'est cool, mais en fait, mais en fait, non, quoi. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème. Et j'en ai parlé à mes parents au départ en leur disant, je sais pas ce qui m'arrive, mais je pleure tout le temps. Je comprends pas. Ça Je commence pleure souvent tout le comme temps. ça c'est... Donc c'est pas atypique là ce que tu es en train de raconter. C'est ça qui est intéressant, c'est que pour le coup, je l'ai connu personnellement et une fois de plus, ça va parler à beaucoup de gens ça. Donc vas-y, continue, pardon. Ouais, il y avait ça. Donc, il y a déjà, ouais, je pleurais tout le temps chez moi et j'ai commencé à pleurer au boulot, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie, de faire des crises de colère au travail, de faire vraiment, de me retrouver dans des moments où, en fait, j'avais mes émotions qui montaient tellement que je partais en colère, puis du coup, je me mettais à pleurer. Enfin, vraiment, ça m'était jamais arrivé. Donc dans les symptômes, il y avait ça. Et j'ai commencé aussi à faire des crises des crises d'angoisse et des crises de panique au travail, sur des trucs tout simples, quoi. Des fois, je devais envoyer un mail à quelqu'un pour le boulot, quoi. Et je me retrouvais devant mon ordinateur, incapable, mais vraiment incapable d'écrire quoi que ce soit, d'envoyer un mail, de faire avancer mes projets et tout. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et donc, en fait, j'ai vu mon, entre guillemets, job de rêve devenir mon pire cauchemar parce que j'y arrivais plus. Donc, Et attends, Anne-Elisabeth, juste comment ils réagissaient justement au travail? Est-ce qu'ils étaient plutôt à l'écoute? Est-ce qu'ils t'épaulaient? Enfin, comment ils ont réagi quand ils t'ont vu comme ça faire tes crises de colère, la panique et tout? au début, enfin, pour le coup, moi, j'ai rarement eu des problèmes avec mes managers. J'ai quand même toujours eu des managers qui étaient hyper à l'écoute et tout ça. C'est plus un système après qui fait que ça devient difficile. Donc, en management direct, plutôt des gens bienveillants. Après, moi, j'avais quand même cette tendance à essayer de cacher les choses parce que le but, c'était de garder la face, quoi. Donc, au départ, j'en parlais pas du tout au travail. Voilà, mes managers savaient pas forcément que je me mettais à pleurer ou qu'il y avait eu des conflits. Alors, bon, quand c'était des conflits avec d'autres équipes, etc., voilà, ça remontait, mais on arrivait à gérer le truc. Mais au départ, enfin, moi, mon objectif, c'était, faut que je tienne le bateau, quoi. Enfin, là, on est en train de couler. Faut que je tienne la barre d'une manière ou d'une autre. Et donc, en fait, jusqu'à la fin de l'année. Donc là, je vous parle de l'année 2018, hein, l'année de mes 30 ans. Donc, ouais, on va dire de juin à octobre, quelque chose comme ça. Ça a été vraiment il faut que je tienne. Faut pas que ça se voit, quoi. C'était ça, c'était vraiment, faut pas que ça se voit. Faut pas qu'on voit que là, je commence à vraiment à péter un plomb et tout. Et donc, j'étais vraiment plus dans la dissimulation de tout ça. Et est-ce que tu es allé voir un professionnel de santé? Est-ce que tu t'es fait prescrire des antidépresseurs, des trucs comme ça? C'est fin d'année 2018. Du coup, c'est assez marrant parce que c'est une semaine avant les vacances de Noël et je partais quasiment 3 semaines et demie en Nouvelle-Zélande. Je me dis, je vais prendre des vacances, ça va me faire vraiment du bien. Et j'ai cette même meilleure amie qui m'a qui m'a parlé de lui. Camille.
Camille, qui, elle traversait une époque un peu similaire et elle commence un suivi avec un coach parce qu'elle se rend compte que son boulot ne va pas. Elle fait son premier rendez-vous et elle m'appelle en me disant, il faut absolument que tu ailles voir cette personne. Franchement, il est trop bien, tu vas adorer et tout. Et donc, juste avant mes vacances en Nouvelle-Zélande, j'ai rendez-vous avec ce coach et je me retrouve 5 minutes avant le rendez-vous devant le distributeur parce que fallait bien que je le paye. Donc, j'allais retirer des sous. Et là, blackout, impossible de me souvenir de mon code de carte bleue. Le truc qui n'arrive jamais. Enfin, je veux dire, c'est le truc que je fais le plus au monde. Et là, je me retrouve à bloquer ma carte bleue 5 minutes avant le rendez-vous, une semaine avant mon départ en Nouvelle-Zélande. Et là, je me suis dit, je crois qu'on a atteint un niveau de ça va vraiment, vraiment pas du tout. Et je suis arrivée à ce rendez-vous en lui disant, je suis désolée, on va pas pouvoir faire le rendez-vous, ça va pas du tout. Je viens de bloquer ma carte, je pars en vacances dans une semaine. Il y a rien qui va. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, OK, on va trouver une solution, c'est pas grave. D'accord. Et je me suis assise et ça a été le début d'un gros travail d'introspection Ouais. parce que en fait, c'est vraiment le moment où je me suis dit là, je crois que j'ai touché le fond. Attends, Ouais. et comment t'as fait du coup pour cette histoire de carte? Moi, ça m'intéresse. Comment t'as fait Comment pour j'ai partir en fait Nouvelle-Zélande? Du coup, je partais avec la fameuse Camille en Nouvelle-Zélande et donc je lui ai dit écoute, tu seras à la banque pendant pendant 1 an et demi. C'est pas mal en fait comme tuyau, ça. Si vous partez Ouais. avec des amis, bloquez vos cartes. J'avoue, si... elle a l'air très sympa cette Camille. Moi, j'ai Ouais. j'ai des courses à faire demain et j'ai vraiment absolument besoin d'une Camille là en ce moment. Alors, dans tout ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses intéressantes et surtout, je pense que c'est important de souligner que c'est normal de pas aller bien et de ne pas comprendre ce qui se passe pour beaucoup de gens. Pour certains, ça va être plus clair, il va y avoir déjà des choses, mais au début, on a surtout l'impression que c'est nous qui avons un problème. On remet pas du tout en question ce qui nous entoure, c'est nous. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, mais je suis pas heureux. Et j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Pourquoi ? Parce que j'ai un toit sur la tête, je suis pas en train de crever de faim, donc à partir de là, j'ai rien à dire. Et puis, en même temps, ces pleurs sans qu'on sache pourquoi, cette extrême sensibilité au monde, d'un coup il y a des choses qu'on supporte plus, ces crises de colère comme tu disais, ça doit être des indices pour se dire ok, il y a quelque chose qui va pas et il faut l'explorer. Et souvent, pour arriver un petit peu à savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, j'ai l'impression que c'est super bien de s'octroyer du temps pour soi. Et les gens qui ont tendance à s'agiter partout tout le temps et à avoir du monde sans les pointer du doigt en disant ah c'est pas bien, vous êtes fous, ce sera plus difficile pour eux de comprendre quand ça ne va pas s'ils ont vraiment aucun moment pour se poser seuls. Et donc être seul chez soi ou les voyages solo, c'est génial. Ouais, et puis de toute façon, en fait, ça reste aussi une manière de pas affronter le problème, hein, le fait d'être avec du monde, d'être tout le temps dehors, etc. C'est aussi, en fait, c'est juste un stratagème mental pour se dire, en fait, comme ça. Ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas. J'y vais pas, quoi. Je vais pas toucher à ce qui fait vraiment mal et je m'y confronte pas. Donc après, chaque chose en son temps. Hein, faut pas non plus se blâmer quand c'est sûr. n'y arrive pas parce que il y a des fois c'est pas le moment et donc c'est ok. Et puis de toute façon, il y a un moment où ça viendra. Ça deviendra le moment de toute manière, quoi. Ouais, c'est juste bien de ne pas fuir ça parce que c'est très difficile quand on sent qu'il y a quelque chose en nous et qu'on n'a pas envie de l'affronter. C'est très difficile de se dire ok, de moi-même, je vais le dire aujourd'hui. Ce soir, je vais rester à la maison et je vais voir je vais observer ce qui se passe et je referai pareil demain. Et puis tiens, si je partais une semaine à la montagne tout seul, je vais marcher, je vais voir ce qui m'arrive. En réalité, c'est très difficile. Mais plus on va attendre, plus ça va être pire. De toute façon, c'est un truc. C'est comme si demain on te dit tiens, il faut que tu te fasses opérer des hémorroïdes parce que là, il faut absolument l'opération. Je suis désolé, c'est le premier exemple que j'ai. Mais t'as beau te dire, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de me retrouver sur une table là avec un gars qui. Et puis après, ça fait mal, le temps de se remettre du truc, de ce qu'on m'a raconté. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, qu'est-ce que tu. Il faut passer par là pour aller mieux. Est-ce bien que tu sûr. veux vivre avec tes hémorroïdes tout le temps et leur donner un prénom. Ou est-ce que tu veux affronter le truc et ok, on y va et peut-être qu'à un moment ça va faire mal, mais après je m'en débarrasse. Et ce qui m'intéresse, c'est justement une fois que tu as compris que tu avais des hémorroïdes émotionnels, une fois que tu as compris que ta vie pouvait ne pas te convenir parce que tu as échangé avec ce coach, qu'est-ce que tu as commencé par identifier comme piste pour aller mieux? C'est marrant parce que le travail, c'est venu en dernier.
Ah, d'accord. J'étais tellement dans un déni. En fait, il faut savoir, moi, j'ai quand même une valeur travail hyper forte, quoi. J'ai toujours eu une idée de ce que je voulais faire, une idée de la carrière que je voulais, etc. Donc, pour moi, le travail, c'était vraiment le truc qu'on n'allait pas du tout toucher, hein. C'était le truc un peu sacré. Et donc, en fait, on a commencé à travailler et on n'a pas commencé à travailler sur le travail. On a commencé à travailler vraiment plus sur moi, sur mon identité. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que dans tout ce truc, dans tout ce brouhaha et tout, j'avais aucune idée de qui j'étais. Ouais. Parce que j'ai une personnalité, moi je suis assez caméléon, je vais un peu dans, je vais fitter dans tout type d'environnement, etc. Et en fait, à faire ça, ça fait que j'avais complètement perdu qui je suis, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et donc, en fait, on n'a pas du tout commencé à parler du travail, d'où est-ce que j'en étais, mais juste à faire un peu un bilan sur moi, ce dont j'avais envie. Et en fait, il y a un vrai truc qui est arrivé sur le tapis qui a été vraiment travailler sur ma féminité, sur mon rapport à être une femme. Et ça, je l'avais pas du tout vu venir, hein. Moi, j'étais arrivée, j'ai bloqué ma carte bleue, hein, donc c'était c'était un peu ça, quoi. Et je m'étais pas dit, en fait, ouais, j'ai un vrai travail à faire sur ce que c'est d'être une femme dans ce monde, hein, mine de rien. Et en fait, c'est le premier travail que j'ai fait avec mon coach. Et donc, du coup, de là a découlé plein de choses. Et après, je me suis rendu compte que, ah, mais en fait, le travail, ça va pas du tout non plus. Et puis, voilà, une chose en entraînant une autre, ça a évolué comme ça. Alors déjà, pour te connaître toi-même, Ouais. qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui peut-être se disent tiens, en écoutant, c'est pareil, je sais pas trop vraiment qui je suis. Et ça, pour le coup, c'est totalement normal, une fois de plus, de ne pas savoir qui on est dans les sociétés dans lesquelles on est, hyper stimulé à droite à gauche et sollicité. Et puis on reste, je pense, les humains, pour beaucoup ou tous, à la base, hyper bons et hyper généreux et assez altruistes. Et le bonheur de l'autre nous importe beaucoup. Et parfois, sans s'en rendre compte, on calque aussi à l'autre parce qu'on veut lui faire plaisir. On calque sur l'autre. Et si, par exemple, on était marié, pour stigmatiser, faire un truc vraiment clair, marié avec un mec qui adorait la pêche et pour qui c'était génial, on peut s'intéresser à la pêche et finalement et avoir l'impression que nous aussi on aime ça. Alors que non, on aimait passer un moment avec la personne qu'on aime, qu'on aimait. Et Ouais, parce que la pêche, c'est quand même. bon, c'est pas mon truc préféré, hein. J'avoue, quand je vois mon papy Robert qui sort un poisson en train d'agoniser, je me dis ah papy, tu peux le remettre dans l'eau et puis plutôt on va faire un laser game. Bon, papy Robert, 89 ans pour l'instant, le laser game il n'aime pas. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc est-ce que tu conseilles aux gens certains exercices ou d'aller voir un coach justement ou un psy ou... Déjà, moi, je conseillerais toujours d'aller voir quelqu'un parce que c'est au-delà même de coach, psy, machin, ça c'est encore un autre débat. Mais en fait, juste le fait d'avoir l'avis extérieur de quelqu'un qui nous connaît pas, qui nous permet de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on pense, à notre brouhaha mental, toutes les petites voix là qu'on a dans la tête, et surtout dans ces moments-là où ça travaille à 100%, d'avoir juste quelqu'un qui dit attends, pause, qui écoute ce que tu es en train de dire et qui va rebondir un peu sur les mots que tu vas prononcer, sur les sensations que tu vas avoir, qui va légitimer certaines choses et tout ça. Déjà, je trouve que juste ça fait déjà tellement du bien. Ouais. Mais c'est fou, quoi. Et ça n'a rien à voir pour ceux qui n'ont jamais vu de psy, ou de coach, d'accompagnant, psychiatre, peu importe. Ça n'a rien à voir avec nos amis, parce que même s'ils nous aiment et qu'on les aime, ou la famille, forcément, ils vont projeter quelque chose sur nous. Et puis, même nous, hein, quand on parle à nos amis, quand on les conseille, forcément, il y a une partie de nous aussi qui cherche peut-être un intérêt, ou on est influencé par ceci, cela. Avoir une personne neutre en face, c'est incroyable. Quand une personne pointe du doigt certaines choses, et que ça vous apparaît comme une évidence alors que vous n'y aviez jamais pensé avant, vous prenez une vraie grosse claque dans votre vie, mais une claque positive, quoi. Pas la claque sur les hémorroïdes, hein. La claque vraiment... Tu peux vraiment... Viens, on arrête les hémorroïdes. Ah bon? Ouais. C'est mon thème du jour, écoute. Non, parce que ça doit faire vachement mal. On est d'accord que ce genre d'illumination, c'est... Ta vie avance, quoi. Tu sais que tu montes une marche et que tu te rapproches justement de la personne que tu es, que tu comprends des choses, quoi. Et déjà, en fait, moi, avant d'aller voir un coach, je m'étais jamais posé la question de qui suis-je? Enfin, je veux dire, déjà, c'est pas la première question que je me pose le matin, me dire, qui je suis vraiment? Je m'étais jamais arrêtée pour me poser cette question. Donc, juste avoir quelqu'un qui me pose la question et de me retrouver, genre, moi, je sais pas quoi dire. Je sais pas, ouais, c'est dur, hein. Déjà, juste ça, en fait, ça fait déjà prendre un peu de recul, de se dire, en fait, je suis avec moi tous les jours et j'ai aucune idée
de la personne qui m'accompagne, en fait, parce que on est tous les deux, on est là, quoi, mais je ne sais pas. Ce qui est plus facile à identifier quand on est enfant, par exemple, si on a la chance de grandir dans un environnement assez sain, même s'il n'est pas extrêmement sain, mais qu'il est assez sain pour qu'on puisse avoir du temps pour soi. On sait que quand on fait de la balançoire, c'est qu'on a envie de faire de la balançoire. Et s'il y a un autre gamin qui nous dit « Ah, tu viens, on joue à pierre-feuille-ciseaux », qu'on n'a pas envie, parce que c'est pas du tout notre truc, on va lui dire « Bah non ». C'est des moments où on n'est pas encore trop pollué, justement, par les trucs des uns des autres. Et donc, c'est normal, en tant qu'adulte, même à 30 ans, 40 ans, 50 ans, des fois 60 ans passés, de ne pas savoir qui on est et de pouvoir se dire, tiens, j'ai envie de redécouvrir qui je suis. Et en fait, le psy ou le coach va mettre le doigt sur des choses, sur des sensations corporelles que tu peux ressentir en faisant ceci, cela. Et c'est très bête. Moi, j'ai redécouvert des trucs sans savoir que j'aimais ça, quoi. Moi, je pensais que la guitare, par exemple, c'était un fléau pour moi parce que je me disais, je suis une merde. J'ai appris quand j'avais 20 ans tout seul, je joue trop mal, quoi. Mais en fait, de comprendre que c'est un truc qui me mettait dans un état méditatif et qui me faisait vraiment du bien et que c'est pour ça que j'aimais y passer des heures, j'ai moins culpabilisé, tu vois. Je me suis dit, ouais, en fait, t'as le droit d'aimer jouer de la guitare et c'est pas grave si t'es pas hyper bon. Te mets pas cette pression de je dois être le guitariste numéro 1. Et bref, donc c'est pour ça, une fois de plus, on insiste là-dessus pour la dernière fois, psy, coach, peu importe ce qu'en pense votre famille, votre entourage, c'est toujours hyper intéressant d'aller les voir, surtout quand on a l'impression qu'on n'en a pas besoin, parce que c'est souvent là qu'on en a besoin. C'est clair, ça c'est sûr. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait de se reconnecter à des trucs qu'on aimait quand on était enfant, parce que en fait c'est un des premiers trucs qu'on va nous dire de faire. Enfin moi en tout cas c'est quelque chose que je préconise aussi beaucoup. C'est pour commencer à savoir qu'est-ce que j'aime vraiment, c'est qu'est-ce que je faisais quand j'étais enfant et que je m'ennuyais et je m'inventais des mondes, etc. Qu'est-ce que je faisais? Est-ce que je dessinais? Est-ce que je chantais? Est-ce que je dansais? Est-ce que j'allais observer les animaux? Je jouais avec les fourmis dans le jardin? Enfin, juste en fait se reconnecter à ça, c'est un très très bon moyen de savoir qu'est-ce que j'aime vraiment faire. Parce que comme tu l'as très bien dit, quand on était enfant, on n'avait pas toutes les normes, toutes les règles qu'on nous a fixées après en grandissant et qu'on a commencé à intégrer. Et en fait, quand tu es enfant, la seule chose que tu fais, c'est faire des trucs qui te font plaisir, quoi. Tu poses pas plus de questions que ça. Et donc, c'est un super moyen de savoir ce qu'on aime vraiment faire. Juste se dire qu'est-ce que je faisais à quoi je jouais quand j'étais petit. Voilà. Et donc là, moi, je mangeais mes crottes de nez, alors. Ouais, donc du coup, je sais pas si. Après, je pourrais essayer, non ça vous dérange pas? Tu rigoles, mais regarde, tu cuisines hyper bien, tu testes des trucs, donc peut-être qu'à l'époque, voilà, tu testais déjà des choses. C'est vraiment le podcast le plus crade qu'on ait jamais enregistré. Ça va. Crotte de nez, hémorroïdes, ça va. C'est pas... flattée. Honnêtement, je suis flattée. C'est vrai que j'ai une inspiration un peu nulle en ce moment, mais c'est bien, tu me rattrapes au moins. Il y a ton téléphone qui arrête pas de vibrer. Tu peux penser à vérifier votre glycémie. Oui, c'est parce que je suis diabétique, donc il me rappelle. Ah, c'est gentil. Oui. Et d'ailleurs, quand tu manges des crottes de nez, ça t'apporte du sucre ou ça fait baisser le taux de sucre? On y répondra dans le prochain podcast. En tout cas, Anne-Elisabeth, du coup, t'es dans ce travail-là, quête de soi, t'apprends à te connaître. Rien que ça, c'est pas rien, c'est génial. Puisqu'après, de là, peuvent découler des choses de manière plus naturelle. C'est vrai qu'on ne peut pas commencer par se dire tiens, je change de boulot et puis je vais devenir garde forestier si on n'a pas fait d'abord ce travail de est-ce que vraiment j'aime ça. Donc, quand tu commences à te connaître toi, qu'est-ce qui fait que tu sens le décalage beaucoup plus tard du coup avec ton boulot? Alors en fait, quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai commencé à travailler donc du coup je disais sur ma féminité, ce que c'était pour moi être une femme et la place de la femme, et je me suis rendu compte que je m'étais complètement coupée de ce qu'on va appeler mon énergie féminine. Bon, après, ça, c'est chacun y voit comme il veut. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que une des choses pour lesquelles aussi je m'étais rendu compte que j'allais pas très bien, c'est que ça faisait plusieurs années que j'avais mes règles que quand je partais en vacances. Donc, c'est hyper pratique, hein, je tiens à préciser, c'est quand même le meilleur moment pour les Vénarde. Et en fait, je m'étais dit, mais c'est quand même bizarre parce que médicalement, j'ai aucun problème. J'ai fait tous les tests possibles et imaginables et tout, donc je savais que j'avais pas de problèmes médicaux. Donc je me suis dit, il y a un truc dans ma tête. Et je l'ai compris vraiment beaucoup plus tard. J'avais même fini tout mon travail et tout le jour où j'ai connecté les fils et je me suis rendu compte que en fait, j'avais mes règles quand j'étais pas au travail. En fait, quand je partais de l'univers de l'entreprise, etc. Et ben c'est le moment où entre guillemets mon corps reprenait sa place et tout. Et je me suis aussi rendu compte, et ça aussi beaucoup plus tard, que ça a commencé quand j'ai signé mon premier CDI. D'accord.
Et donc, en fait, il y avait plein de choses comme ça que j'avais pas forcément, dont je m'étais pas forcément rendu compte, mais qui étaient hyper liées à ma féminité et ma féminité au travail et le rapport avec le travail, la place que je me donnais, etc. Et en fait, tout ça est venu. Et le travail, la prise de conscience sur le fait que le travail n'allait pas est venue parce qu'en fait, je me suis vraiment reconnectée à moi en tant que femme, moi dans ma sexualité, moi dans ma féminité, etc. Et du coup, en fait, un jour, j'étais au boulot et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? En Ouais. fait, en commençant à apprendre à me connaître, en faisant aussi, moi j'ai fait pas mal de trucs aussi de mon côté, des petits tests de personnalité, des trucs comme ça, en fait, pour gagner en connaissance de moi. Et je me rendais compte mais en fait, j'ai des qualités, chose que j'avais complètement oubliée, parce que quand tu es au travail et que t'arrives plus à rien faire concrètement, tu te dis, bon, alors, je suis une grosse brêle, très bien. Mais du coup, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai été embauchée et tout? Et en fait, en retravaillant sur moi, en commençant à découvrir un peu plus de moi et tout, je me suis rendu compte que j'avais des qualités qui étaient complètement en sommeil, dont j'avais pas du tout besoin dans mon job. Je me suis rendu compte que en fait j'étais quelqu'un d'hyper créative. Je me suis reconnectée au fait que je suis quelqu'un d'assez solaire, chose que j'avais oublié. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça que j'avais oublié de moi, qui sont revenus parce qu'en fait j'ai juste gagné en connaissance de qui je suis. Et donc du coup, à un moment, j'étais au travail et je me suis dit, ouais, en fait non, mais ça c'est normal que ça aille pas parce que ça peut pas aller. Il y a eu ça et il y a eu un deuxième élément, c'est que j'ai eu une nouvelle collègue qui m'a dit ça serait bien pour toi de trouver un job qui soit lié avec tes qualités. Et donc moi je faisais un travail sur moi. J'ai quelqu'un qui me dit ça et là je m'étais jamais dit qu'en fait on pouvait avoir un job, des qualités, faire matcher les deux et waouh. Enfin vraiment en fait il y a eu plein de petits éléments comme ça qui sont arrivés. Et qu'on fait que les briques se sont posées les unes sur les autres et je me suis dit ah oui en fait j'ai un problème avec le boulot et donc je vais aller chercher ailleurs, quoi. Et est-ce que c'est en faisant ce travail avec ce coach que tu t'es dit tiens parce que du coup on va y venir quand même à savoir ce pourquoi tu es partie de L'Oréal et ce que tu fais aujourd'hui, tu es coach en sexualité. Ouais. Et est-ce que du coup ça t'est venu grâce à ce travail que tu as fait avec cette personne ou c'est un petit peu plus tard en ayant déjà quitté L'Oréal? Non, c'est venu, j'avais quitté L'Oréal, je savais exactement ce que j'allais faire et tout. Enfin, d'ailleurs, ça a été très, très drôle d'annoncer. Alors, je quitte le groupe pour devenir coach en sexualité. Ça aussi, ça a été un vrai moment. Ça a été génial. Mais non, c'est vraiment tout ce travail, en fait, qui m'a fait choisir cette voie-là. Le coaching est venu d'abord, la sexualité est venue ensuite. Le coaching, c'est vraiment parce que j'ai commencé à me dire, je veux trouver un métier dans lequel mes qualités vont avoir une place prépondérante, en fait. Et donc là, je me suis reconnectée au fait, comme je disais, que j'ai besoin de quelque chose qui fasse travailler ma créativité, que j'ai besoin d'être en contact avec les gens, que j'aime transmettre, former, que j'aime comprendre, analyser. Enfin, c'est en faisant tout ce travail-là où là, je suis tombée sur le coaching. Et la sexualité, en fait, c'est venu après. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé pour moi et c'est en me replongeant dans mon histoire où je me suis dit ah mais en fait je sais exactement ce que je veux faire un truc dont j'aurais eu besoin à certains moments de ma vie parce qu'il y a eu un moment de ma vie où la sexualité a été vraiment problématique et je me suis dit j'avais personne à qui en parler et c'est presque aussi comme ça que je me suis aussi coupée de ma féminité et tout. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé. Moi, j'ai envie d'être la personne que j'aurais voulu avoir à cette période de ma vie. Et c'est comme ça que le projet a commencé à naître. Alors, avant que tu... Pardon. Non, j'ai juste respiré par le nez parce que je faisais une très belle respiration. Peut-être que je suis hors sujet, mais je faisais un concours d'apnée. Et 16 minutes 32, tu vois, c'est pas mal. T'aurais dû me dire, on aurait appelé le Guinness. J'allais dire un truc, mais je sais pas ce que tu vas dire, ça se trouve, c'est un peu la même chose. En gros, je veux savoir, t'aimes bien les caméléons? Ils ont des gros yeux, non, ce que je veux savoir, c'est la sexualité, c'est un sujet super important, super tabou, parce que le sexe, soit on n'en parle pas, soit quand on en parle, enfin je parle de manière générale évidemment, soit quand on en parle on imagine des choses un peu crades avec l'omniprésence du porno partout qui est loin d'être éthique, même si les choses changent à ce niveau là aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que les sexualités blessées, abîmées, il y en a plein. Que tu regardes ne serait-ce que les chiffres sur l'inceste, c'est effroyable. Il suffit de grandir même au sein de sa famille et si on a la chance d'avoir une famille qui communique encore,
on peut malheureusement découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas. On peut se rendre compte aussi qu'on a vécu des choses qui ne sont pas normales alors que notre cerveau soit n'était pas au courant, soit l'avait complètement effacé. Et pas besoin d'avoir subi des choses extrêmement, j'ai envie de dire... Enfin, pas besoin d'avoir... On va mettre les mots dessus, hein, pas besoin d'avoir subi un viol pour que ce soit un traumatisme. Avant ça, il y a aussi beaucoup d'étapes qui peuvent aussi d'ailleurs être considérées comme des viols. Du fait que des gens n'ont pas respecté notre intimité, n'ont pas respecté notre corps à un certain moment quand on était jeune, qu'on était vulnérable. Et derrière, forcément, ça va avoir un impact sur nous. Alors, il y a des gens qui ont des formes d'hypersexualité qui vont compenser ça de cette manière-là. Et à l'inverse, d'autres personnes vont se couper plus de leur corps. Et donc, forcément, tout ça pour dire que le métier que tu fais, il est super important. Et voilà, non, c'était juste ça que je voulais dire, parce que la sexualité, je sais que c'est super délicat, et moi-même, tu vois, je sais pas si j'oserais aller voir une personne comme toi si j'en ressentais le besoin. Donc c'est juste pour dire, ne soyez pas comme moi, bon, même si là je pense pas en avoir besoin honnêtement, mais enfin, et tu sais quoi, tu vas nous expliquer déjà ce qu'est ton métier. Mais et oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a forcément un besoin, ou est-ce qu'on peut y aller tout simplement comme pour un psy? Quand je disais qu'on peut aller voir un psy, tout court, ça se trouve, tout le monde peut y aller parce que c'est toujours instructif. Ouais. Alors, mon métier. Donc moi, j'ai créé donc une société de coaching en sexualité. Donc déjà, c'est quoi le coaching en sexualité? C'est on va partir d'une problématique qui est dans le présent et on va aller travailler à avoir un futur meilleur. Donc par exemple, moi, ce que je vois beaucoup, c'est des femmes qui viennent en me disant j'ai pas de libido en ce moment et voilà, et je voudrais que ça revienne. Je voudrais que ça vienne ou que ça revienne, parce que ça peut être les deux. Et donc, en fait, le coach en sexualité, il va pas du tout gérer ce dont tu parlais, par exemple, de tout ce qui va être la partie traumatique de j'ai vécu un trauma, j'ai vécu un viol, de l'inceste, etc. Où là, faut vraiment, vraiment pas rigoler avec ça et aller voir un professionnel de santé, c'est extrêmement important. Donc psychologue, psychiatre, quoi. Voilà. Psychologue, psychiatre, sexologue aussi, pour le coup. Qui vont pouvoir beaucoup plus, enfin même c'est même pas beaucoup plus, qui ont les techniques pour pouvoir justement aider à la résolution des traumas. Nous en coaching, c'est pas ce qu'on fait, et même au-delà même de la sexualité, hein, c'est un peu la différence entre le psychologue et le coach. Le coach, il va aider à traverser des situations et à se construire un futur, alors que le psychologue, il va aider à digérer un passé, par exemple. Ça va plus être ça. Donc moi aujourd'hui j'accompagne des femmes principalement parce que visiblement ça n'intéresse que les femmes, ce sujet. On y reviendra. Mais j'accompagne principalement des femmes, mais aussi des couples, et je peux aussi bien sûr accompagner des hommes. Et donc je les aide, je les accompagne à se créer une sexualité qui leur ressemble, une sexualité qui va être libérée aussi de certains complexes, de certaines injonctions. Je travaille beaucoup avec des gens qui ont eu une éducation un peu comme la mienne d'ailleurs, une éducation qui va être très traditionnelle, où il y a eu de la stigmatisation du sexe, le fait que le sexe c'est pas bien, c'est fait pour avoir des enfants et c'est tout. Enfin, on a quand même une éducation qui est on va dire judéo-chrétienne. Toi, tu dis que tu as vécu cette éducation-là. Comment ils ont réagi, du coup, tes parents, quand tu leur as dit « Bon, alors, vous allez vous marrer, tenez-vous bien. Vous voyez L'Oréal ? Eh ben là, je prends un virage. » Ça s'est fait en plusieurs temps. Ouais. Déjà, je leur ai dit... Déjà, il fallait digérer le... Vous voyez L'Oréal, je vais prendre un virage. Ça, c'était la première chose. C'est fini. Ouais. Donc là, forcément, parents, on s'inquiète. Mais comment tu vas gagner ta vie ? Et voilà. Stress. Exact. Les voyants stress qui clignotent. Après, vous voyez le slip ? Bon, j'ai pris un virage. Non, après, je leur ai dit, je leur ai pas parlé de coaching en sexualité. Ouais. Déjà, le coaching en lui-même, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Donc, je me suis dit, il faut que j'y aille par étapes, parce que moi, la sexualité dans ma famille, c'est un vrai tabou. On n'en parle pas. On n'est pas une famille, on se dit pas je t'aime, on se fait pas de câlins. Enfin, vraiment, il y a ce côté très, très, très pudique. Donc, si j'arrive en disant, écoutez les gars, j'ai une armoire à God, je me suis lancée dans le tantra. Non, ça va pas possible. Okay. Ça va faire un peu trop. Donc, du coup, je leur ai dit que j'allais faire du coaching, que j'allais aider des couples, que j'allais aider des personnes à gérer mieux leur intimité.
Voilà, c'est ce que j'ai dit à mes parents. Et là, ils sont dans une période d'intégration de l'information. Et en fait, je me suis dit, et c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup travaillé avec mon coach, j'ai pas moi besoin de leur validation, de leur approbation pour y aller. Et par contre, je me suis dit que je leur laissais aussi le temps, parce que pour eux, c'est beaucoup. Donc moi, je leur laisse le temps de venir poser leurs questions. Et je les vois, hein, ils viennent, mais ce que tu fais, du coup, comment ça se passe? Et en fait, ils vont à leur rythme, et moi, ça me va très bien. Et ils me posent des questions, et ben je leur réponds. Je réponds, D'accord. je leur donne plus d'informations, et je leur donne en fait ce qu'ils sont prêts à intégrer au moment où ils viennent me poser la question. Parce que Et ce donc, qui est important en plus de préciser, Anne-Elisabeth, c'est que toi, t'as pris cette décision-là, tu as fait ton travail sur toi et tout, mais du coup, pour ouais, pouvoir réaliser ton rêve, tu es retourné vivre chez tes parents. Donc ouais. c'est d'autant plus important parce que Ah. finalement, ton métier, tu le fais sous le même toit que tes parents. T'as revendu ta maison, enfin ton appart Ouais. Ah ouais. J'ai revendu mon appartement et du coup, ça fait 2 mois que je suis retournée chez mes parents. Donc j'avais commencé avant d'être chez eux et maintenant, je suis en plein développement et tout en étant chez eux. Mais mes parents, c'est des personnes qui sont, enfin, mine de rien, ils ont quand même une certaine ouverture d'esprit et aussi beaucoup de bienveillance et en fait ils nous laissent aussi évoluer et ils ont beaucoup évolué d'ailleurs je dis nous parce que j'ai des frères et sœurs en la manière dont on a grandi et même si ils comprennent pas forcément ce qu'on fait, ils acceptent que on prenne des chemins qu'ils auraient pas forcément pris et ils viennent avec leurs questions, avec leurs inquiétudes, au rythme de ce que eux peuvent encaisser, comprendre, etc. Et aussi, en fait, moi, un des trucs qui m'a décomplexée, c'est que je me suis dit, en fait, ils ont jamais compris mon premier métier. Quand je faisais des études consommateurs, ils n'arrivaient pas à comprendre. C'était hyper Ouais. flou pour eux. Ils n'arrivaient pas à Moi, comprendre. j'ai toujours rien compris. Hein. Bah non, mais c'est normal. C'est ces métiers hyper spécifiques. Ouais, c'est Voilà. difficile. C'est hyper spécifique et donc aujourd'hui ils comprennent pas non plus vraiment concrètement qu'est-ce que je fais, mais c'est pas grave non plus parce que ça a toujours été comme ça. Eux en fait vraiment le seul truc qui est important pour eux c'est que je sois bien physiquement, Ouais. mentalement et deux que je puisse subvenir à mes besoins et que voilà que je puisse avoir une vie. Mais Le reste comment je le fais Mais ça tu me sais, regarde. c'est hyper important ce que tu dis quand tu as dit moi, j'attends pas de validation de ma famille. En fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui franchissent pas le cap et qui n'arrivent pas non plus à s'accomplir tels qu'ils aimeraient être et tels qu'ils aimeraient accomplir leurs rêves à cause de ça aussi, parce que du coup, parce qu'ils attendent forcément et une validation familiale et parfois amicale. Ouais, et puis c'est un gros travail, quoi. Comme tu le disais, dans des familles où il n'y a pas forcément de je t'aime, de câlin, etc. Des fois, la façon de dire je t'aime, c'est je fais ce que tu attends de moi, Oui, papa, ou tu fais ce que tu attends de moi, maman, ou peu importe. Et c'est la seule manière que j'ai d'avoir un lien avec toi quelque part. Et j'ai peur qu'en arrêtant de faire ça, ce lien se casse. Alors qu'évidemment, il y a plein de moyens de le trouver, ce lien. Et moi, je suis surpris de voir comment nos parents peuvent évoluer, alors que on pouvait penser que ça se passerait mal. Alors, malheureusement, il y a des cas contraires. Hein. Il y a plein de gens qui sont déçus par leur famille. Et bon, bref, ça se passe pas toujours très bien. Mais les bonnes surprises existent. Ouais. Et tes parents qui s'ouvrent sur des sujets sur lesquels tu les attendais pas du tout, c'est beau aussi. Ça montre aussi que les enfants permettent ça. Nos enfants nous permettent aussi d'ouvrir les yeux des fois et de dire, oh là, ça vient me chercher dans un truc que je connais pas, mais... Donc c'est super que ça se passe comme ça. Donc là, tu consultes comment chez les gens ou est-ce que tu vas jusqu'à recevoir des gens chez tes parents? Non, non, pas du tout. Fermez Je fais les yeux. Non, je fais tout en visio et c'est un truc que j'ai compris avec le fait de commencer à pratiquer que il y avait des gens qui avaient besoin d'être rassurés sur le fait que faire du coaching en sexualité ne voulait pas dire devoir se déshabiller, devoir oui. coucher avec quelqu'un d'extérieur, etc. Et en fait, je veux pas stigmatiser, mais cette question m'est toujours venue des hommes, donc D'accord. je veux pas faire de Attends, généralité. c'est-à-dire quoi que les hommes viennent à toi en te disant il va falloir que je couche avec vous?
de manière détournée en disant mais du coup comment ça se passe, où ça a lieu, comment je dois venir habiller, enfin vraiment il y a des questions tu vois qui commencent à tourner autour de mais Ouais, on sent qu'il y a un hors-sujet. Pardon, mais il y a des gens tordus quand même, non? Bah, tu sais quoi, moi, j'appartiens à cette grande famille qu'on appelle les hommes. Et comment vous dire que cette famille-là, voilà, il y a des trucs qu'on comprend pas. Comme dans toutes les familles, il y a des membres, voilà, il y a pas de souci, tu te reconnais en eux. Puis il y en a d'autres, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas avoir le même sang, c'est pas possible. Et bien que moi, attention, je suis pas quelqu'un je prétends pas être parfait, mais en tout cas, il y a des niveaux de Non, mais j'entends, mais je veux dire, de pensées tordues et d'actes tordus que je n'arrive pas à connecter avec ça du tout. Quand tu vas chez le podologue, bien sûr que tu montes tes pieds, mais quand tu vas voir un coach en sexualité, tu gardes ton slip. Ouais, mais bon, tu vois, je pense que c'est aussi ça. Bon, après, je veux pas rentrer dans des débats, dans des sujets que je maîtrise pas, et pourtant c'est le cas depuis que je suis né. Mais je pense, voilà, c'est juste du bon sens, quoi. C'est une intuition. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sexuellement peuvent être étranges, maladroits. Attention, là, je parle pas des agresseurs, etc. Mais des gens qui peuvent juste avoir des pensées un peu bizarres parce que aussi il y a eu un manque d'éducation sexuelle et que eux-mêmes n'ont jamais compris comment leur corps fonctionnait et que tu vois si personne te montre que quand tu as une érection ça veut pas dire que finalement tu es excité donc n'importe qui autour de toi est excité aussi et que tu peux y aller. Évidemment que ça paraît logique pour plein de gens, mais je suis pas sûr que dans tous les milieux ce soit logique. Voilà. Il y a vraiment des gens, tu vois dans quoi ils grandissent, tu vois dans quel milieu, avec quels parents et quelle violence il y a autour et quelle folie il peut y avoir. On n'a pas la science infuse, quoi. Donc si on n'est pas un peu entouré de près ou de loin, c'est difficile de pas devenir quelqu'un justement d'un peu étrange. En fait, une des parties aujourd'hui de mon métier, c'est aussi de faire de l'éducation parce qu'en fait, j'ai bon espoir que les générations futures, il y a pas mal de choses là qui se font sur les réseaux, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de comptes Instagram qui viennent faire de l'éducation sexuelle, il y a des livres qui sortent, etc., qui sont vraiment géniaux. Et donc j'ai beaucoup d'espoir sur la génération qui arrive, mais ma génération ou même encore celle encore d'après, hein, on n'a pas eu d'éducation sexuelle en soi, à part le porno qui était à disposition. Moi, je sais que j'ai fait mon éducation sexuelle en écoutant des radios libres. Donc, j'écoutais les radios libres. Il y avait des mots que je comprenais pas. J'allais voir dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, vraiment, j'ai commencé comme ça, en fait. Moi, à me poser mes premières questions, ça a été vraiment ça. Parce que, sinon, dans ma famille, on n'en parlait pas. À l'école, j'ai appris à ne pas avoir de bébé. J'ai compris comment on faisait les enfants. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas d'éducation au plaisir. Il n'y a pas d'éducation ce que va être quand même 99% de notre sexualité, à savoir ne pas essayer de faire des enfants. C'est juste un acte de plaisir. Et ça, en soi, on nous l'apprend jamais. On est censé arriver un jour à se dire c'est bon, je sais, hop, on est dans un lit, c'est parti et je sais, je connais mon corps, je sais comment il fonctionne. Mais surtout que c'est vraiment parlant parce qu'on perdrait tellement moins de temps, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une sexualité plutôt épanouie parce que je me connais, etc. Et que je sais ce que je veux et ce que je veux pas, par exemple. Mais en fait, pendant les 15 premières années, je dirais, de ma sexualité, tu te laisses aussi un peu guider par l'autre. Donc, tu fais des choses, là, j'ai pas envie, mais je me force un peu. Enfin, tu vois, on gagnerait tellement de temps au final. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui mange. Non, on n'entend pas trop, je crois. Non. Parce qu'elle a une roue, une espèce de roue. Un pipolino, ça s'appelle. Un pipolino, ouais. Il faut le faire tourner, c'est un cylindre, et puis il y a des petites croquettes qui tombent. Voilà, elle est vraiment nourrie au compte-gouttes, la pauvre. Mais sinon, elle va exploser. Mais oui, pour les hommes aussi, voilà, pour parler de ma grande famille, nous c'est pareil, on n'a pas été très éduqués, et à part le porno ou Titeuf, c'est vrai que j'avais oublié Titeuf, on n'a pas eu grand chose, et puis nous on avait vraiment cette image de la sexualité dans laquelle il faut performer, quoi. Il y a un truc assez viril et assez peu créatif finalement dans tout ce qu'on pouvait faire pendant les ébats, c'est-à-dire qu'il y avait un mouvement à répéter en boucle et puis avec un peu de force si possible. Et moi très vite j'ai eu de la chance, je suis tombé que sur des filles super avec qui il y a eu beaucoup de communication et avec qui j'ai exploré, on va dire, à mon rythme et
et elles m'ont appris beaucoup de choses, donc ça c'est super. Mais je comprends du coup pourquoi j'entendais des choses des fois mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, jusqu'à la radio, quand on bossait en radio, t'entends des choses sur des fois des hommes qui ont des réputations pas super glorieuses parce que en fait ils savent pas faire l'amour, ils savent pas embrasser, parce que ils appliquent, je pense, une espèce de technique. Ils sont pas en lien. Il n'y a pas cette connexion avec. Voilà, c'est ça. C'est des techniques. On oublie que la sexualité, c'est tout sauf une technique. C'est tout sauf appuyer sur ce bouton, puis tirer la manette, puis tourner la clé, quoi. Il y a une espèce de lâcher prise, d'alchimie qui fait que quand les deux arrivent à vibrer sur la même fréquence, tout se fait naturellement et bref, j'ai envie de faire l'amour là. Alors pas forcément avec ton chat, mais bon, j'allais proposer à un voisin. Vu que ton voisin nous a fait un gâteau la dernière fois. Hyper sympa le voisin d'en face. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de lui rendre la monnaie de sa pièce. Non mais voilà, je parle beaucoup, je suis désolé, mais parce que je trouve ça super ce que tu fais et je suis ravi de te rencontrer, de t'avoir rencontré parce que c'est super inspirant et je me suis reconnu dans plein de choses. Dans ton parcours et ça fait du bien, tout simplement. Tu sais quoi, des fois ce podcast, on cherche des fois à apprendre des choses qu'on ne connaissait pas avec des spécialistes de tel ou tel sujet et des fois juste il y a des podcasts, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, pas dans le sens on a passé un bon moment et on sait pas ce qui s'est passé, mais parce que en fait, dans ce sens-là aussi. Oui, mais on se sent moins seul en fait, tu vois. Je suis persuadé qu'il y a ce truc où on est plein d'humains à se ressembler sur plein de choses, à vibrer pour les mêmes choses, à avoir ce même amour de l'humanité, de la rencontre, sans avoir des idées malsaines derrière de je veux gagner de l'argent grâce à toi ou je veux coucher avec toi. Après, t'as quand même envie de coucher avec mon voisin, donc on a quelques doutes te concernant. Mais c'est pas forcément malsain si c'est consenti, je veux dire. Exactement. Ouais. Sa façon... Après, comme là, il vient juste de déménager, je pense qu'il n'avait pas très envie. Ah bon ? Il est parti. J'y suis peut-être pour quelque chose. Bon, bah écoutez, je vous tiendrai au courant depuis la prison. Non, mais voilà, on est nombreux à peut-être aussi souffrir de cette condition parce que c'est pas facile. Je sais pas comment tu as vécu ta vie depuis que tu te connais mieux, mais du coup, on peut avoir l'impression de se sentir un peu extraterrestre, non ? Ouais, et en fait, moi, un truc qui m'a fait vraiment plaisir, c'est quand j'ai commencé à avoir des retours de mes amis qui percevaient mon changement. J'ai un des meilleurs amis un jour qui m'a dit ah ouais, mais t'as vraiment changé le game en fait, t'as vraiment enfin il y a quelque chose qui a changé et sans même moi que j'avais vraiment l'impression d'avoir changé quelque chose de drastique concrètement, mais c'est juste le fait de respirer, le fait de se sentir mieux dans ses baskets, le fait d'être mieux avec soi-même en fait, et ça résonne, ça rayonne sur les gens autour, et c'est hyper inspirant aussi pour les gens qui nous entourent en fait. Ça leur fait aussi du bien de nous voir aller bien. Donc ouais, non, c'est moi c'est vraiment un truc que je conseille à tout le monde, vraiment à tout le monde. Anne-Elisabeth, pour terminer quand même, tu vas nous dire où est-ce qu'on peut te trouver ? Ouais, parce qu'en plus, si c'est en visio, c'est-à-dire qu'on peut te contacter de toute la France, ça c'est sympa. On peut me contacter de toute la France. Donc, j'ai un site internet, c'est loveyoumore.coaching.com. Donc, Love You More en anglais, tout attaché, -coaching. Non, .coaching, pardon. Et aussi Instagram, Love You More. Donc, c'est Love You tout attaché, 2-8 More, M-O-R-E. Ok. Et là, c'est là où je suis le plus active. Et donc voilà, donc je fais du coaching individuel, du coaching de couple. Je vais en 2024, je pense, commencer à travailler sur des ateliers, des groupes de parole, voilà, pour des trucs un peu plus ponctuels. Et j'ai aussi, je travaille aussi avec deux de mes amies, une qui est psychologue et une qui est coach sportif. Et on a créé des week-ends pour l'instant qui sont 100% dédiés pour les femmes. Mais rien n'est figé dans l'avenir. Et en fait, on fait des week-ends sur le thème du cœur, de la tête et du corps. Et voilà, c'est des week-ends. C'est en général c'est 3 jours. C'est dans une ambiance hyper conviviale. On fait du sport, on travaille sur soi, on fait du développement personnel, on travaille sur sa sexualité, on fait de la sexo dans un cadre hyper fun. Et voilà. Et donc c'est plein de petits trucs comme ça. Et c'est aussi moi ce que je cherchais en changeant de vie. C'est aussi de pouvoir faire plein de choses différentes et d'avoir aussi plein de manières de connecter avec des humains. Ouais. Donc voilà. Et donc tu nous ressembles beaucoup en fait, en vrai.
Tu nous ressembles beaucoup, Ouais, sauf tu que nous ressembles beaucoup, Anne-Elisabeth. c'est vrai que nous, on a... Parce que là, tu parles de séjours, on les fait aussi. Mais toi, Ouais, je sais, ouais, je suppose que toi, dans tes séjours... ma question, c'est faut venir habiller comment? Est-ce que c'est mieux... On fait ça où? Est-ce que c'est mieux un slip? Et combien il faut prévoir en liquide? Non, mais c'est Le mec vrai, qui a rien compris. c'est vrai qu'on fait... Il y a beaucoup de points de similitude. C'est marrant. Ouais, même sur ce que tu dis, sur faire plein de choses pour connecter différemment, mais toujours dans le même but de rencontrer des gens. Et ben, c'est exactement ce qu'on essaye de faire aussi. Donc, c'était vraiment un super chouette moment, Ouais, Anne-Elisabeth. merci beaucoup Ouais, pour, moi aussi, pour c'est un moment super moment avec vous. et pour cette rencontre. Ouais, c'était vraiment super. Donc voilà, on a connecté aujourd'hui et ça, c'était trop bien. Ouais. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth. On t'embrasse. Et bien Merci sûr, à vous. pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent venir sur notre compte Instagram, la prod au fond du jardin, tout attaché. Et puis on mettra Les liens ton et compte tout ça. Instagram et ton site internet par écrit. Ça sera plus facile à retrouver. Évidemment. À bientôt. Super. À bientôt. Des bisous. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.